Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. L'histoire de l'exploration spatiale est remplie de sauvetages improbables. Les astronautes d'Apollo 13 qui bricolent leur filtre à CO2, le télescope spatial Kepler qui se stabilise grâce à la pression de rayonnement du Soleil, ou encore la sonde japonaise Akatsuki qui réussit une injection en orbite autour de Vénus à la seule force de ses RCS. Chacune de ces missions a été menacée suite à la panne d'un composant majeur, et à chaque fois, les équipes de suivi ont trouvé un moyen de compenser en utilisant des fonctions annexes du vaisseau ou des propriétés de l'environnement. Les missions spatiales sont prévues pour suivre des scénarios très précis. Leurs différentes phases de vol et d'exploration sont décidées des années à l'avance dans le but de ne rien laisser à l'imprévu. Mais l'imprévu s'invite tout de même régulièrement dans les plans des hommes. Dernier exemple en date, la foreuse de l'expérience HP3 installée sur la sonde américaine InSight qui s'est posée sur Mars voilà bientôt 1 an. Elle a été conçue pour creuser jusqu'à une profondeur de 5 mètres en déroulant derrière elle un ensemble de capteurs thermiques. Cela doit permettre d'étudier de quelle manière la chaleur se propage dans la croûte martienne. Oui mais voilà, la foreuse en question a creusé sur quelques dizaines de centimètres avant de se ficher dans le sol le 7 mars dernier. Une situation qui met toute l'expérience en danger. Depuis presque 8 mois, les ingénieurs du DLR et de la NASA refusent cependant d'abandonner. Ils multiplient les tentatives pour essayer de reprendre le forage, et on dirait bien qu'ils ont enfin trouvé une solution viable la semaine dernière. Le problème d'HP3, c'est que la foreuse a creusé un trou trop grand pour elle. Elle a besoin de friction avec les parois de ce trou pour fonctionner. Il y a quelques mois, l'équipe de la mission avait tenté d'effondrer le trou en pressant la surface à l'aide du bras manipulateur de l'atterrisseur, sans succès. Ils ont décidé la semaine dernière de prendre un peu plus de risques. Le bras robotisé d'InSight a été directement plaqué contre le haut de la foreuse pour la bloquer dans une position de friction maximale au risque de l'endommager. L'instrument n'a clairement pas été pensé pour fonctionner de cette manière. Mais il faut parfois savoir faire des paris osés. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la technique a permis à HP3 de reprendre ses coups de butoir avec succès. Bon, HP3 est loin d'être tirée d'affaire. Elle n'est même pas à 10% de son parcours. Mais ce succès nous donne de bonnes raisons d'être optimistes. Il signifie que c'est bel et bien un problème de friction qui empêchait le forage de continuer. HP3 ne semble pas avoir buté sur un caillou souterrain. La technique est efficace tant qu'un bout au moins de la tête de forage est exposé à l'air libre. Une fois l'ensemble de l'appareil sous terre, le bras manipulateur d'InSight ne sera plus d'aucune aide. Si l'expérience venait à bloquer une nouvelle fois, les ingénieurs allemands et américains ont cependant déjà des idées, comme essayer de remplir le trou de terre à l'aide de la mini-pelleteuse du bras. L'expérience pourrait fonctionner si HP3 atteint une profondeur de 2 ou 3 mètres seulement. Les résultats seront par contre plus difficiles à interpréter. En attendant, voilà une nouvelle démonstration du fait qu'on peut faire des miracles avec un peu d'ingéniosité. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'HP3 va rejoindre le panthéon des missions qui ont mal démarré, mais qui ont su poursuivre leur route envers et contre tous. Allez, on délaisse Mars pour faire un tour du côté de la Lune. Alors que les campagnes pour les prochaines élections américaines commencent à se mettre en place, la NASA continue de ferrailler avec son ambitieux objectif, ramener des hommes sur la Lune d'ici 2024. Pour y parvenir, elle a tout intérêt à s'entourer d'un maximum de partenaires, notamment internationaux. L'Agence spatiale européenne devrait détailler sa participation le mois prochain avec la conférence interministérielle qui se tiendra à Séville. En attendant, c'est du côté du Japon que les choses bougent. La JAXA est déjà un partenaire important de la Station spatiale internationale, et il semblerait que l'agence japonaise ait envie de pousser ses efforts de collaboration jusqu'à la Lune. Le 18 octobre, le Premier ministre Shinzo Abe a ainsi communiqué que le pays allait se joindre à Artemis.
On ne connaît pas encore la forme que va prendre cette participation, mais plusieurs options sont sur la table. Tokyo pourrait participer aux efforts de ravitaillement de la LOPG, la station en orbite lunaire que la NASA veut assembler. Pour ça, le Japon pourrait s'appuyer sur la nouvelle version de son vaisseau cargo HTV. Il faudra cependant lui trouver un lanceur assez puissant pour faire le voyage. Le pays pourrait aussi proposer des modules supplémentaires à la station ou participer à des expériences au sol. Cette annonce fait du Japon le deuxième pays officiellement partenaire d'Artemis après le Canada. En plus de ces efforts de coopération, l'agence spatiale américaine continue par ailleurs d'avancer sur les solutions techniques de son programme. Elle vient ainsi d'autoriser Boeing à étendre ses opérations pour la fabrication du SLS. Cela devrait permettre à l'agence spatiale de passer une commande de 10 lanceurs à l'entreprise, probablement dès l'année prochaine. De quoi supporter l'essentiel du programme Artemis pour la prochaine décennie. La NASA a aussi commencé le travail sur les combinaisons que porteront ces astronautes sur la Lune. Celles qui servent actuellement sur l'ISS ont été conçues il y a une quarantaine d'années. L'agence spatiale américaine souhaite donc procéder à une mise à jour de son matériel, que ce soit pour la mobilité, la sécurité ou le confort. Les nouvelles combinaisons sont désignées par l'acronyme XEMU. L'agence spatiale américaine a maintenant l'opportunité de travailler à partir d'un retour d'expérience, puisqu'elle est déjà allée sur la Lune. Ce qui devrait permettre de corriger des désagréments subis par les astronautes du programme Apollo. Ces derniers ont par exemple chuté à de nombreuses reprises sur la surface lunaire, notamment à cause de combinaisons trop rigides et mal équilibrées. Les XEMU doivent apporter une flexibilité bien supérieure au niveau des genoux et des épaules. Cela est permis grâce à une entrée par l'arrière, un procédé qui permet par ailleurs de raccourcir le temps d'entrée et de sortie de la combinaison. Les progrès de la miniaturisation permettent d'emporter des systèmes redondants dans une enveloppe globalement similaire, ce qui augmente les chances de survie en cas de panne d'un système. À l'intérieur du casque, plusieurs micros permettront d'assurer les communications, quelle que soit l'orientation de la tête de l'occupant. De manière générale, tous les progrès de l'électronique moderne vont permettre de supporter le travail des acteurs d'Artemis. Enfin, ces nouvelles combinaisons sont pensées dès le départ pour être portées par des femmes, ce qui n'est pas le cas des EMU actuels. Les XEMU doivent être prêtes en 2024 pour la date annoncée du retour de l'homme sur la Lune. Ce n'est probablement pas le défi le plus important du programme, mais il est bon de voir que la NASA fait son possible pour être à l'heure au rendez-vous. On va boucler ce DNDE avec quelques nouvelles de Borisov, la comète qui est devenue le deuxième objet interstellaire détecté par l'humanité. Après quelques semaines d'observation, sa trajectoire est maintenant bien établie. On estime qu'elle devrait passer au plus près du Soleil le 8 décembre. Pas si près que ça, puisque le passage devrait se faire à une distance de 2 unités astronomiques, 2 fois la distance qui sépare le Soleil de la Terre. L'objet intéresse bien évidemment beaucoup d'astronomes et est donc surveillé de près. Le 12 octobre, le télescope spatial Hubble a réalisé un nouveau cliché de notre visiteur de meilleure qualité que les précédents. Il permet de faire ressortir le halo de poussière qui entoure la comète. Une différence notable par rapport à Oumuamua, le premier objet interstellaire qui a été découvert en 2017. Les deux exemples dont on dispose sont incroyablement différents, ce qui est plutôt excitant pour les futures détections d'objets interstellaires. Il semblerait qu'il faille s'attendre à tout. Borisov nous apprend par ailleurs que ce qu'il se passe dans le système solaire semble être la norme dans la galaxie. Les comètes de nos voisins ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux nôtres. Seule la trajectoire de Borisov permet de déterminer son origine interstellaire. Bien entendu, certains chercheurs ont essayé de localiser cette origine. Une équipe polonaise a tenté de remonter la trajectoire de la comète dans le temps pour voir d'où elle peut bien venir.
Cet exercice pointe du doigt une étoile double, deux naines rouges, connue sous le nom de Kruger 60. Leur simulation montre qu'il y a 1 million d'années, Borisov a approché le système. Bon, approcher c'est un grand mot, elle serait passée à 5,7 années-lumière de distance. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les vitesses. Lors de ce passage, Borisov aurait eu une vitesse relative faible par rapport aux deux étoiles, ce qui indique peut-être qu'il s'agit de son système d'origine. Les étoiles doubles pourraient avoir des nuages de Oort très grands, possiblement de plusieurs années-lumière. Donc même à 5 années-lumière de distance, l'hypothèse Kruger 60 reste acceptable. L'exercice est cependant plus difficile qu'il n'y paraît. Les étoiles bougent sans cesse les unes par rapport aux autres. Dire où se trouvaient Borisov et Kruger 60 il y a 1 million d'années suppose donc des marges d'erreur. On pourra peut-être affiner un peu plus ces modèles au fur et à mesure que la trajectoire de la comète interstellaire sera mieux identifiée. En attendant, Borisov continue de se rapprocher du Soleil. À moins qu'elle ne se désintègre lors de son passage au plus près de notre étoile, elle devrait rester observable au moins jusqu'en septembre 2020. Après quoi, elle prendra la route de la sortie du système vers une nouvelle destination. Et nous voici au bout de cet épisode de DNDE. Un espace commentaire sortira ce dimanche à 18 h. On répondra aux remarques et aux questions que vous vous posez en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à consulter les sources dans la description. Vous y trouverez aussi des liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve jeudi à 18 h pour un dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.